Bon, désolé je vous ai pas encore envoyé le cours de la dernière. Allô? Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Professeur. Oui, moi aussi. Oui. Donc, on va continuer maintenant à voir dans les détails l'hématopoïèse. Parce que la dernière fois, on a vu un cours général sur l'hématopoïèse. Maintenant, on va voir exactement l'érythropoïèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parvient à avoir des globules rouges matures à partir de la cellule souche hématopoïétique. Et ceci est obtenu sous le nom de l'érythropoïèse. Donc, voilà le plan que nous allons suivre. On a fait une introduction. On va parler du siège de l'érythropoïèse, c'est-à-dire, on a vu la dernière fois les différents sièges de l'hématopoïèse qui vous permettaient de savoir à chaque fois ce qui se passait au cours de l'hématopoïèse, aussi bien au niveau embryonnaire, au niveau fœtal, mais également après la naissance. Et quels sont les sites d'hématopoïèse ou bien encore les sites de l'érythropoïèse lorsqu'il s'agit de l'érythropoïèse. Il y aura les aspects morphologiques, à quoi ressemblent ces cellules au fur et à mesure de leur ontogénèse, les aspects dynamiques, la régulation, quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour la régulation de l'érythropoïèse, après les tests d'exploration de l'érythropoïèse et leurs applications. Donc, l'érythropoïèse, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques de maturation et de multiplication aboutissant à la production de globules rouges, c'est-à-dire les hématies, les érythrocytes. Donc, l'érythropoïèse permet la compréhension des pathologies par excès ou par déficit des globules rouges. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, même si c'est à distance, on préfère que ça soit un peu interactif. Donc, est-ce que quelqu'un peut me citer une pathologie par excès de globules rouges? La parole est à vous. Monsieur? Oui.
Par excès de globulose, on peut avoir par exemple les cancers. Les cancers. Quel type? Bon, je ne sais pas de quel type. C'est pas la leucémie, par exemple. Oui, une polyglobulie, c'est une pathologie par excès de globules rouges. Parmi les cancers qui sont avec les globules rouges, c'est ce qu'on appelle la leucémie érythroïde pure, qui est due à un excès d'érythroblastes, de blastes d'origine érythrocytaire. Et quelles sont les pathologies par défaut de globules rouges que vous connaissez? Les anémies. Donc, c'est les anémies. D'une manière générale, il y a beaucoup d'anémies qui peuvent être. Bon, plus tard, on saura que l'anémie, sur quels critères on se base pour définir une anémie? On peut calculer le taux d'hémoglobine. Donc, le taux d'hémoglobine constituant l'élément essentiel sur lequel on se base pour définir une anémie. Donc, ça permet la compréhension des pathologies par excès, c'est-à-dire la polyglobulie, mais également les différents types de cancers érythroïdes. Et les pathologies par défaut, ce sont les anémies d'une manière générale. Comme on l'a dit la dernière fois, il y a des sièges de l'érythropoïèse. Donc, les différents sièges de l'érythropoïèse sont Monsieur, votre micro est coupé. Monsieur, on ne vous entend plus. Alors, excusez-moi, on t'a interrompu un peu. Donc, les différents sièges de l'érythropoïèse. Donc, chez l'embryon, à partir du 20e jour, l'érythropoïèse va se dérouler sur les premiers vaisseaux sanguins. Ensuite, au niveau de la région aorte, gonade, mésonéphreuse, et ensuite au niveau du sac utérin qui a une origine mésodermique. Donc, ça, c'est durant la vie embryonnaire. Après, chez le fœtus, à partir du 3e mois, l'érythropoïèse peut se dérouler au niveau du foie, au niveau de la rate, mais également au niveau de la moelle osseuse. Et ceci, c'est à partir du 4e mois de grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance. Maintenant, après la naissance, l'érythropoïèse va se dérouler exclusivement au niveau de la moelle, c'est-à-dire au niveau médulaire. Donc, ça, c'est le schéma habituel qu'on vous propose par rapport à l'érythropoïèse. Donc, on part toujours de la cellule souche hématopoïétique. Cette cellule souche hématopoïétique va subir des divisions et des multiplications avec un processus d'autorenouvellement qui permet de donner des cellules souches hématopoïétiques. Et ces cellules, ce potentiel permet de garder un certain potentiel souche au niveau de la moelle. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois produire des cellules filles par rapport à la cellule souche initiale pour garder ce potentiel souche au niveau de la moelle. Et à partir de cela, on observe ce qu'on appelle la cellule souche myéloïde, que l'on appelait la dernière fois le CFU-GEM, coloniforme unit granulocyte, monocyte, macrophage, que l'on retrouve également ici. Maintenant, cette cellule a la particularité de pouvoir donner plusieurs cellules. Donc, c'est une cellule pluripotente. Quelle est l'opposition d'une cellule pluripotente par rapport à l'autre cellule qui était totipotente, qui était capable de donner l'ensemble des cellules, des éléments figurés du sang? Donc, ici, vous avez cette cellule multipotente. Maintenant, cette cellule multipotente peut soit donner un CFUGM qui se divise à son tour pour donner deux types cellulaires, soit le CFUM, qui est à l'origine des cellules dendritiques, mais également des cellules monocytaises, c'est-à-dire les monocytes, ou bien va donner également un CFUG qui va donner plus granulocytes neutrophiles. À côté, vous avez le CFU-MEG, c'est-à-dire le mégakaryocyte qui va donner les plaquettes,
Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est cette table-là qui part de la cellule souche hématopoïétique pour donner des BFUE. Les BFUE alentour vont donner des CFUE et les CFUE alentour vont successivement se multiplier, se diviser et subir des processus de maturation pour aboutir aux érythrocytes. Donc aujourd'hui, c'est ce chemin-là qui nous intéresse, c'est-à-dire l'érythropoïèse. Bien entendu, il y a d'autres processus qui permettent de donner les éosinophiles ou également des basophiles. Donc ça revient à la compartimentation qu'on a fait la dernière fois. Il s'agit du compartiment des cellules souches qui contient le pool de cellules souches avec un potentiel multipotent qui lui permet de donner l'ensemble des différentes cellules. Après, il y a le compartiment des progéniteurs, le compartiment des précurseurs et les cellules matures. Donc, cette règle est respectée pour l'hématopoïèse générale, mais également c'est respecté pour la production d'érythrocytes, c'est-à-dire des globules rouges qui suivent ces différentes compartimentations. Donc, les aspects morphologiques, ça veut dire à quoi ressemblent ces différentes cellules tout au long de l'ontogénèse. Donc, on a dit que on a parlé des cellules souches qui ressemblent toujours à des petits lymphocytes qui ne sont pas identifiables par microscopie optique. Après les cellules souches, vous avez les progéniteurs. Maintenant, on étudie les progéniteurs érythroïdes, c'est-à-dire les progéniteurs de la lignée rouge. Parmi ces progéniteurs, on commence toujours par la cellule souche hématopoïétique. Ensuite, il y a ces cellules souches engagées. Ils sont non identifiables, ça veut dire que vous ne pouvez pas les observer sous le microscope et reconnaître ceci est telle ou telle cellule. Ils ressemblent toutes à des petites lymphocytes et ressemblent également aux cellules souches. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est des cellules qui sont non identifiables morphologiquement. On dit également... Allô? Allô? Donc, c'est des cellules qui... Oui. Ah, je ne sais pas s'il y avait une question ou bien il y a quelqu'un qui avait ouvert son micro. D'accord. Donc, il y a les cellules souches non identifiées. Ce sont des cellules qui sont non identifiables morphologiquement. On dit que ces cellules sont engagées. Ici, quand on revient à ce schéma, dès l'instant que la cellule s'engage dans une voie de différenciation bien précise, ici, on avait la ligne myéloïde et la ligne lymphoïde. Dès l'instant que ça s'engage à ce niveau, c'est-à-dire sur la voie myéloïde, on dit que la cellule est engagée. Et une cellule qui est engagée ne peut plus revenir en arrière pour donner une cellule souche hématopoïétique. On dit que ces cellules-là sont engagées. Donc, les progéniteurs, en quelque sorte, ce sont des cellules qui sont engagées dans une voie de différenciation particulière, que ce soit lymphoïde ou myéloïde. On avait étudié la dernière fois les deux grandes lignes de différenciation possibles. Il y a la ligne lymphoïde, mais également la ligne myéloïde. Donc, c'est pourquoi on dit que ces cellules sont engagées. Maintenant, le premier progéniteur que l'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle le CFU-GEM, Colony Forming Unit Granulocyte, Erythrocyte, Monocyte et Macrophage, qui correspond à ce qu'on appelle la cellule souche myéloïde, c'est-à-dire c'est la cellule souche qui s'est engagée dans la voie de différenciation myéloïde. Donc, on a dit qu'on ne peut pas les identifier par microscopie optique, mais il faut utiliser d'autres milieux qui permettent de les identifier. Soit dans des milieux semi-solides, qu'on appelle la méthylcellulose, on cultive des cellules. Et selon les caractéristiques de ces cellules dans ce milieu-là, ou bien le mode de groupement des cellules en particulier, on peut deviner de quel type de progéniteur il s'agit. Donc, si la cellule obtient ce mode de groupement particulier, on peut penser que c'est une cellule souche myéloïde. Maintenant, après la cellule souche myéloïde, il s'ensuit ce qu'on appelle le BFUE précoce, qui est doué d'une grande capacité de prolifération. Et quand on le cultive sur le milieu semi-solide, le BFUE apparaît comme ça. Donc, c'est seulement cette manière qui permet de reconnaître cette cellule et de dire que ça, ce sont les BFUE. Mais la microscopie électronique ne vous permet pas de les reconnaître. Après, il y a les BFUE et les BFUE tardifs, ils se ressemblent, mais le BFUE tardif est doué encore d'une capacité de prolifération, mais c'est plus une capacité de maturation qui le caractérise. Et ensuite, on en arrive au CFUE. Donc, le CFUE, c'est le dernier progéniteur. Donc, parmi les progéniteurs érythroïdes, vous avez le CFU-GEMM, vous avez le BFUE et vous avez le CFUE. Donc, ce sont ces
progéniteurs érythroïdes. Donc, quand on vous le demande la question à savoir quels sont les progéniteurs thyroïdes, ce sont ces différents progéniteurs qui constituent les progéniteurs érythroïdes. Donc, on part de la cellule souche hématopoïétique qui est totipotente, capable de donner n'importe quelle cellule des éléments figurés du sang. Et à partir de la cellule souche totipotente, vous avez le CFUGEM, la cellule souche hématopoïétique. Ensuite, vous avez la cellule souche myéloïde qu'on appelle le CFUGEM, les BFUE, précoces et tardifs, et ensuite le CFUE pour ce qu'on appelle les progéniteurs érythroïdes. Donc, toujours les aspects morphologiques, le BFUE, c'est un burst forming unit érythroïde. Donc, ce sont des cellules engagées de façon irréversible vers l'érythropoïèse. Donc, ce sont des progéniteurs érythroblastiques précoces. Ils sont peu sensibles à l'action de l'EPO, mais ils sont sensibles à l'interleukine 3, GM-CSF, le stem cell factor, l'interleukine 9 et l'interleukine 11. Donc, ce sont des facteurs de croissance pour lesquels ces cellules sont sensibles. Donc, le BFUE, c'est le premier progéniteur, c'est-à-dire le premier progéniteur de la ligne érythroïde, ceci étant une cellule souche mixte. Donc, c'est une cellule engagée de façon irréversible vers l'érythropoïèse. Donc, il ne peut plus revenir en arrière pour donner une cellule autre que le globule rouge. C'est un progéniteur érythroblastique précoce. Donc, c'est peu sensible à l'EPO. Donc, il n'est pas encore sensible à l'action de l'EPO. Plus tard, vous allez voir que certains types cellulaires sont sensibles à l'action de l'EPO et contribuent grandement à la production d'hémoglobine. Mais il est sensible à l'interleukine 3, GCMCF, stem cell factor, interleukine 9 et interleukine 11. Maintenant, après le BFUE, vous avez le CFUE, qu'on dit également Colony Forming Unit érythroïde. Donc, c'est les progéniteurs issus des BFUE. Donc, voilà, en partant de ce schéma, vous voyez que les CFUE, c'est ceux qui viennent après les BFUE. Donc, ce sont des progéniteurs issus du BFUE. Leur différenciation et leur survie sont très dépendantes de l'EPO. Contrairement aux BFUE qui ne sont pas sensibles à l'action de l'EPO, les CFUE, quant à eux, ont une sensibilité très prononcée vis-à-vis de l'EPO. Donc, après ce qu'on appelle les progéniteurs, on en arrive à ce qu'on appelle les... Oui. Les CFUGEMM, c'est pas un progéniteur. C'est un progéniteur, mais ce n'est pas des progéniteurs type érythroïde, c'est une cellule mixte. C'est-à-dire ils ont la capacité de donner des granulocytes, des érythrocytes, des monocytes et des macrophages. Par contre, les progéniteurs qui sont spécifiques à la ligne rouge, c'est le BFUE et le CFUE. C'est compris? Oui, merci. C'est-à-dire, quand vous regardez ce schéma-là, ça, c'est le CFUGM. Il faut donner toutes ces catégories cellulaires. Mais quand vous arrivez ici, le BFUE, c'est un progéniteur, le CFUE, c'est un progéniteur. Ces deux-là sont des progéniteurs érythroïdes de la ligne rouge. Par contre, lui, c'est un progéniteur mixte, c'est-à-dire que c'est un progéniteur mixte précoce qui peut donner n'importe quel type cellulaire en fonction de ces différentes catégories. Après les progéniteurs, vous avez ce qu'on appelle les précurseurs. Donc, les précurseurs sont des cellules qui sont morphologiquement identifiables. À partir du stade de précurseur, on dit que c'est des cellules qui sont identifiables. Ça veut dire qu'il faut regarder sous microscope ces cellules-là et les reconnaître. Donc, les cytologistes expérimentés définissent des diagnostics à partir de l'observation qu'ils ont de ces cellules-là. Lorsqu'ils observent ces cellules, ils peuvent savoir est-ce que ce patient a un cancer ou bien certains types d'anémie, que ce soit une anémie par carence en vitamine B12, ils sont facilement reconnaissables en fonction de la caractéristique de ces cellules sous microscope. Donc, la première cellule que vous avez dans ce lot, c'est-à-dire les précurseurs, c'est le proérythroblaste. C'est une cellule qui a, donc, puisque c'est une cellule qui est reconnaissable sous microscope, il est facile de le caractériser. Et du point de vue caractéristique, c'est une cellule qui a une taille comprise entre 20 et 25 micromètres de diamètre, qui a une forme arrondie
le rapport nucléocytoplasmique, c'est-à-dire le volume occupé par le noyau par rapport au volume occupé par le cytoplasme, c'est-à-dire toute la cellule, le rapport nucléocytoplasmique est de 0,8, donc c'est élevé. On a une petite quantité de cytoplasme que vous voyez en bleu ici. Et la chromatine est fine avec la présence de 1 ou 2 nucléoles, c'est-à-dire ça, ce sont les nucléoles qui pourraient être beaucoup plus visibles quand vous le regardez sous le microscope. Et le cytoplasme est très basophile. En hématologie, à chaque fois que l'on parle de basophilie cytoplasmique, c'est en rapport avec la coloration bleue du cytoplasme. Et il est sans grain, c'est-à-dire il n'y a pas de granulation spécifique pour la ligne rouge d'une manière générale. Donc, dès l'instant qu'on vous dit qu'une cellule est granuleuse, vous écartez déjà la ligne rouge, parce que la ligne rouge, il n'y a pas de granulation cytoplasmique, à moins que ça soit certaines ponctuations qui témoignent d'une certaine pathologie ou autre. Après cette première cellule que l'on appelle le proérythroblaste, il s'ensuit une autre cellule qu'on appelle l'érythroblaste basophile. Cet érythroblaste basophile a une taille comprise entre 14 et 18 micromètres de diamètre. Toujours, ce sont des cellules qui sont morphologiquement identifiables parce qu'à partir de ce stade, on peut les regarder sous microscopie optique et dire que cette cellule est un érythroblaste basophile du fait de sa taille qui est comprise entre 14 et 18 micromètres de diamètre, mais également de sa forme arrondie. Le rapport nucléocytoplasmique est élevé dans ces situations parce qu'il est de 0,8%. La masse chromatinienne violacée en rayon de roue sans nucléole, c'est-à-dire à partir de ce stade, c'est les nucléoles. Si vous vous rappelez, les caractéristiques communes liées à la maturation cellulaire, c'était non seulement une diminution de la taille de la cellule, diminution de la basophilie cytoplasmique, une condensation de la chromatine, mais vous avez également une disparition des nucléoles. Donc, ici, on quitte le stade proérythroblastique, qui était le blast en question, pour arriver au niveau de l'érythroblaste basophile qui perd également ses nucléoles. Donc, le cytoplasme est très basophile, mais il n'y a également pas de grain pour ces types cellulaires. Après l'érythroblaste basophile, vous avez l'érythroblaste polychromatophile. Également identifiable morphologiquement, sa taille est de 8 à 12 micromètres de diamètre, qui a une forme arrondie ou ovalaire et le rapport nucléocytoplasmique est compris entre 0,5 et 0,6. Donc, ils sont caractérisés par des grosses masses chromatiniennes. Donc, le cytoplasme plus abondant est bleu verdâtre et pas de grain. Donc, on part toujours de cette cellule. Donc, la cellule devient de plus en plus petite et la chromatine devient de plus en plus condensée. Le rapport nucléocytoplasmique devient de plus en plus grand, de plus en plus petit. Après ça, vous avez l'érythroblaste acidophile qui mesure 8 à 9 micromètres de diamètre, qui est plus petite, qui a une forme arrondie. Le rapport nucléocytoplasmique est encore plus petit, 0,2 à 0,4. Le noyau rond est excentré. La masse violet, noire et cytoplasme abondant, rose, orange, homogène et pas de grain également pour cette cellule. Donc, voilà ce qu'on appelle les précurseurs, c'est-à-dire à partir de ça, vous avez également un autre précurseur qu'on appelle le réticulocyte. Le réticulocyte, c'est le globule rouge jeune, c'est-à-dire le globule rouge tout formé, tout jeune, qui mesure 8 à 9 micromètres de diamètre, qui a une forme arrondie ou ovalaire et pas de noyau. Le cytoplasme abondant, rose, orange, homogène, il n'observe pas de granulation. Donc ici, vous avez des restes c'est des globules rouges avec des restes d'ARN qui sont souvent colorés en bleu avec les colorants vitaux. Donc ça, c'est les réticulocytes, c'est un globule rouge jeune qui, au bout de 24-48 heures, va passer dans la circulation sanguine pour jouer le rôle fonctionnel des globules rouges, c'est-à-dire le transport de l'oxygène, souvent des tissus vers les organismes qui en ont besoin, donc pas de l'oxygène tout court, mais également des gaz respirateurs. Lorsqu'il s'agit de déchets, voire l'alimentation du dioxyde de carbone sont également transportés par les globules rouges. Maintenant, on en arrive au globule rouge lui-même, c'est-à-dire le compartiment mature, c'est-à-dire toute cette machinerie, toutes ces successions d'étapes. L'objectif ultime, c'était de produire des globules rouges.
Donc, les globules rouges, ce sont des cellules anucléées. Il n'y a pas de noyau sur les globules rouges. Donc, ça fait exception. C'est-à-dire, lorsqu'on passe de l'érythroblaste acidophile au réticulocyte, il y a un phénomène d'expulsion du noyau. Ce phénomène d'expulsion du noyau permet à terme de produire des globules rouges anucléés, c'est-à-dire sans noyau. Par contre, ces globules rouges mesurent 7 à 8 micromètres de diamètre. C'est des microglobules rouges en termes de 10 biconcaves, une production quotidienne de 210 puissance 9 par jour et la durée de production est de 5 à 7 jours. Donc, les globules rouges sont censés passer à travers les vaisseaux sanguins pour jouer également le rôle fonctionnel dans le sang. Donc, la question que je suis tenté de vous poser, est-ce que vous connaissez la taille d'un vaisseau sanguin? Est-ce que vous connaissez la taille d'un vaisseau sanguin? Lequel? En moyenne, c'est environ 1 micromètre de diamètre. Et les globules rouges qui mesurent 7 micromètres de diamètre sont censés circuler à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins. Donc, quelle est la caractéristique des globules rouges qui leur permet de passer dans un stimuli, c'est-à-dire dans un conduit qui est largement inférieur à leur taille? Ils sont flexibles. Ils sont flexibles. C'est-à-dire la plasticité et l'élasticité, mais également leur forme biconcave également joue un rôle par rapport à cette possibilité de passage à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc voilà les caractéristiques morphologiques de la lignée érythroïde, tout ce que vous pouvez voir. Vous voyez les progéniteurs avec les BFUE et les CFUE. Vous voyez après les progéniteurs, vous avez les précurseurs qui sont constitués du proérythroblaste, l'érythroblaste basophile, l'érythroblaste polychromatophile et l'érythroblaste acidophile. Maintenant, après celui-là, vous vous retrouvez avec les réticulocytes et enfin le compartiment mature qui est caractérisé. Oui. Professeur, changez les diapositives. Vous avez défilé. Vous dites? Les diapositives. Vous n'avez pas défilé. Oui. Celui-là. Les globules rouges. Non, le prochain. Je me suis arrêté. Ah, ici. Aspect dynamique. Je ne suis pas encore arrivé aux aspects dynamiques. Je fais un petit rappel de tout ce qu'on a vu jusque-là. J'ai dit que ce qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire les aspects morphologiques. Parmi les aspects morphologiques, il y a plusieurs formes que vous devez retenir. C'est-à-dire, il y a les progéniteurs qui sont caractérisés par les CFUE et les BFUE. Après les progéniteurs, vous avez les précurseurs. Les précurseurs, c'est le proérythroblaste, l'érythroblaste basophile, l'érythroblaste polychromatophile, l'érythroblaste acidophile et le réticulocyte. Et vous arrivez également au compartiment mature qui est fait par les globules rouges. Maintenant, on en arrive aux aspects dynamiques. Donc, comme on l'a vu pour l'hématopoïèse, il y a des caractéristiques qui sont particulières à l'érythropoïèse. Certaines caractéristiques ont été évoquées durant l'hématopoïèse. Une réduction progressive de la taille des cellules, ça vous l'avez déjà vu. C'est valable pour l'hématopoïèse et c'est valable également pour l'érythropoïèse. Il y a une perte progressive de la basophilie des cellules, c'est-à-dire le cytoplasme qui était bleu foncé devient de plus en plus clair au fur et à mesure que l'on avance dans la maturation. Et il y a également une perte du noyau, c'est-à-dire un processus d'expulsion du noyau. De manière schématique, on part du BFUE, après la cellule souche myéloïde qui est contrôlée par le GEM. Vous avez le BFUE, ensuite le CFUE.
après le coérythroblaste basophile, et celui-ci, à son tour, va se diviser en deux pour donner naissance à l'érythroblaste basophile. Maintenant, cet érythroblaste basophile va subir des processus de maturation pour donner l'érythroblaste basophile de type 1, ensuite de type 2. Et cet érythroblaste, à son tour, va se diviser pour donner naissance à l'érythroblaste polychromatophile. Et l'érythroblaste polychromatophile se divise pour donner naissance à l'érythroblaste acidophile. Et à partir de ce stade acidophile, il y a ce qu'on appelle un arrêt des mitoses. Il n'y a plus de division à ce stade. Mais il se produit un phénomène qu'on appelle l'expulsion du noyau chez l'érythroblaste acidophile. Et lorsque le noyau est expulsé, on se retrouve sur le réticulocyte. Et le réticulocyte va, au bout de 24 heures, passer dans la circulation sanguine et pour donner naissance plus tard à une MSI, c'est-à-dire le globule rouge, qui joue son rôle fonctionnel dans le transport de l'oxygène et autres. Donc, voilà de manière dynamique comment les choses se passent. Monsieur, Oui. vous aviez dit que la basophilie, ça représente la coloration bleue. C'est la coloration bleue du cytoplasme. À chaque fois qu'on vous dit basophilie en hématologie, c'est par rapport à la coloration bleue du cytoplasme. Basophilie cytoplasmique. C'est par rapport à la coloration bleue. Il n'y a pas de coloration. Acidophilie, c'est une coloration plus ou moins orange, c'est-à-dire qui ressemble au globule rouge. C'est pourquoi on l'appelle érythroblaste acidophile. C'est bon. Oui, merci. Donc, les caractéristiques dynamiques des cellules, il y a une perd son noyau. Donc, lorsqu'il perd son noyau, en 48 heures, la cellule devient un globule rouge mature. L'autre caractéristique, c'est la synthèse d'hémoglobine également qui est effectuée au cours de l'érythropoïèse. Ici, vous avez le proérythroblaste qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus clair pour vous de reconnaître les différents stades de ces cellules. Il y a le polyérythroblaste. Ensuite, il y a l'érythroblaste basophile. Ensuite, il y a l'érythroblaste polychromatophile en 3. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'érythroblaste orthoblastique, qu'on appelle également l'érythroblaste acidophile en 4. À partir de ce cas, c'est-à-dire du passage de l'érythroblaste acidophile à l'érythroblaste au réticulocyte, il y a ce qu'on appelle ici un phénomène d'expulsion du noyau. Le noyau est expulsé, et lorsque le noyau est expulsé, vous vous retrouvez avec une cellule sans noyau. Cette cellule sans noyau va devenir un réticulocyte, et ce réticulocyte, au bout de 24 heures, va passer dans la circulation sanguine pour devenir un globule rouge mature qui va jouer son rôle pleinement. Donc, on part toujours du proérythroblaste. Ce proérythroblaste va donner l'érythroblaste basophile. Et l'érythroblaste basophile va donner l'érythroblaste polychromatophile. Ensuite, l'érythroblaste acidophile. La manière dont vous reconnaissez sous le microscope l'érythroblaste acidophile, c'est que son cytoplasme a tendance à ressembler au cytoplasme des globules rouges que vous voyez ici côte à côte. Donc, ce sont les différents stades, c'est-à-dire les précurseurs. Le proérythroblaste, l'érythroblaste acidophile. Donc, comme on l'a vu la dernière fois sur l'hématopoïèse, l'érythropoïèse également, c'est un phénomène qui mérite d'être régulé. C'est-à-dire, vous ne voulez pas produire un excès de globules rouges, parce que tout à l'heure, on a posé la question, un excès de globules rouges correspondait à un certain nombre de pathologies. Mais également, un déficit en globules rouges également correspond à un certain nombre de pathologies. Donc, vous voulez créer une certaine balance entre un excès et un déficit pour éviter les maladies qui sont associées à un excès ou bien les maladies qui sont associées à un déficit. Donc, ceci étant, on a une régulation spécifique qui est effectuée par l'érythropoïétine, mais également une régulation non spécifique
qui sont effectués par les facteurs de croissance, les hormones, mais également il y a d'autres facteurs. Donc, il y a deux types de régulation, la régulation spécifique par l'érythropoïétine et la régulation non spécifique par les autres facteurs, les facteurs autres que l'érythropoïétine. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Monsieur, la synthèse de l'hémoglobine, elle commence à quel stade? Au niveau des érythroblastes. Ah, d'accord. Oui. Monsieur, vous pouvez expliquer la régulation spécifique et non spécifique? Oui, on va y aller tout à l'heure. Ça, ici, on l'énonce tout simplement. C'est une régulation spécifique, c'est-à-dire l'érythropoïétine est spécifique à la ligne rouge. Alors qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la ligne rouge, mais on les retrouve également dans d'autres lignes. C'est pourquoi on dit que c'est une régulation non spécifique. Maintenant, la régulation spécifique, c'est seulement le fait de l'érythropoïétine. C'est-à-dire, l'érythropoïétine, c'est ce qui permet. À quoi sert l'érythropoïétine? Je vous pose la question d'abord. Est-ce que vous connaissez l'érythropoïétine? Oui, c'est ce qui donne Oui. la coloration rouge du sang. C'est? Ce qui donne la coloration rouge du sang. Non, ce n'est pas ça qui donne la coloration rouge. C'est quoi le PO? Vous n'avez jamais entendu parler de l'EPO? Ça stimule l'érythropoïèse et est très souvent utilisé par les athlètes comme produit de dopage. Quel est le mécanisme qui leur permet d'utiliser ça comme produit de dopage? Qu'est-ce que fait l'érythropoïétine qui permet d'aider le sportif à augmenter ses performances? Favorise la synthèse d'hémacé. Il favorise la synthèse d'hémoglobine. Hémoglobine. Donc, ça permettra à les sportifs d'être plus performants s'il peut fixer plus d'oxygène. D'accord, donc il augmente la production des globules rouges en conséquence de l'hémoglobine. Donc, les athlètes sont plus performants lorsqu'ils peuvent fixer plus d'oxygène. Donc, c'est ça, c'est la raison. Donc, la régulation spécifique, l'érythropoïétine, donc, il a une structure glycoprotéinique qui contient une partie glucidique qui est responsable de l'activité et de sa stabilité et une partie protéique qui permet une interaction avec les récepteurs sur la cellule cible. Donc, le récepteur sur la cellule cible, c'est le récepteur à l'érythropoïétine qu'on appelle également EPO-R. Donc, l'érythropoïétine est synthétisée au niveau du rein à hauteur de 90% et au niveau du foie à hauteur de 10%. Et il a un rôle dans l'hypoxie tissulaire. Donc, en cas d'hypoxie tissulaire, on augmente la sécrétion d'érythropoïétine parce qu'une hypoxie cellulaire correspond à une diminution de l'oxygène au niveau cellulaire. Et cette diminution de l'oxygène va entraîner par ricochet une augmentation de la stimulation ou bien de la production d'érythropoïétine, donc par un phénomène de feedback. L'érythropoïétine a une demi-vie de 4 à 7 heures et sa concentration plasmatique est de 10 à 20 unités par litre. Donc, mode d'action, il agit sur un récepteur de surface spécifique qu'on appelle EPO-R, qui est situé sur les B-fueux tardifs, les C-fueux et les pro-érythroblastes et l'érythroblaste. Donc, ils ont un récepteur à l'érythropoïète qui est situé à ces différents types cellulaires, que ce soit sur les B-fueux, les C-fueux, mais également sur le pro-érythroblaste, c'est-à-dire les précurseurs. Donc, ils peuvent agir à tout moment lorsqu'il y a un déficit au niveau de ces différents types cellulaires. Lorsqu'un déficit est noté au niveau des érythroblastes, par exemple, l'érythropoïétine va augmenter sa synthèse pour pousser la stimulation des cellules à en produire plus. Et une production d'érythroblastes en quantité va entraîner une différenciation terminale et une production plus importante des globules rouges. Donc, l'érythropoïétine entraîne la différenciation des B-fueux matures, c'est-à-dire il va pousser les B-fueux, les progéniteurs à leur différenciation.
la survie des CFUE, parce que les CFUE, c'est l'érythropoïétine qui va entraîner le suivi. C'est-à-dire, en cas de carence ou bien de déficit en l'érythropoïétine, vous pouvez observer une mort des cellules au niveau des CFUE. Il intervient également dans la synthèse de l'hémoglobine et il intervient dans les stades tardifs de la mégacaryopoïèse. Donc, vous allez voir dans l'arbre qu'à un certain moment, certaines étapes de l'érythropoïèse sont en commun avec certaines étapes de la mégacaryopoïèse. Ce qui explique que l'érythropoïétine agit sur la ligne rouge de manière très spécifique, mais il agit accessoirement sur la ligne des plaquettes. Donc, car il agit sur les stades tardifs de la mégacaryopoïèse, c'est-à-dire les mégacaryocytes. Maintenant, après cette régulation spécifique qui est le fait de l'érythropoïétine, on a la régulation non spécifique. Parce que l'érythropoïétine agit que normalement, il n'agit que sur les cellules de la ligne rouge, où il stimule leur production aux différents stades. Il stimule également la production de l'hémoglobine et assure la survie des cellules de certains progéniteurs tardifs, les CFUE. Donc tout ça, c'est le rôle de l'érythropoïétine, mais il agit également au niveau des érythroblastes, donc ce qui lui permet de jouer pleinement le rôle dans l'érythropoïèse. La plupart du temps, à chaque fois qu'un malade est exposé à certaines anémies sévères dans lesquelles il n'existe pas d'autre solution, on peut agir en entraînant une stimulation par l'érythropoïèse. Lorsqu'on injecte de l'EPO, vous voyez que le malade va se mettre à stimuler son érythropoïèse. Souvent dans certaines anémies dans lesquelles la transfusion est improbable, c'est-à-dire lorsque vous avez un accident transfusionnel ou bien des accidents transfusionnels répétés, de sorte que vous ne pouvez plus transfuser le patient, on peut stimuler l'érythropoïèse en mettant de l'oxygène, mais également en injectant de l'EPO. Et là, vous voyez la plupart du temps une hématopoïèse qui va repartir. Donc pour la régulation non spécifique, vous avez les autres cytokines. On avait dit que certains de ces cytokines, comme le stem cell factor, l'interleukine 3, le GMCF, l'interleukine 9, ils vont agir, ils vont stimuler les BFUE, les CFUE, mais également le proérythroblaste. Il y a également l'interleukine 11, mais qui agit en place de l'interleukine 3. On avait vu la dernière fois que l'interleukine 11 était un facteur de promotion, donc il ne peut agir qu'après l'action de l'interleukine 3. Donc, l'un est permetteur d'aider l'autre. Et lorsqu'il agit, il agit au niveau de BFUE, et au niveau des BFUE, il entraîne leur prolifération, et au niveau des CFUE, il entraîne leur maturation. Maintenant, les autres facteurs de croissance, il y a ce qu'on appelle les hormones, les androgènes, les hormones thyroïdiennes, la grosse hormone qu'on appelle encore l'hormone de croissance, la CTH, l'insuline et les corticoïdes. Tous ces différents facteurs, toutes ces hormones entraînent une stimulation de l'érythropoïèse, d'où une augmentation du nombre de globules rouges et de l'hémoglobine. Par contre, les œstrogènes, ils ont tendance à inhiber l'érythropoïèse. Il y a les lymphocytes T8. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les lymphocytes T8? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allô? Ou rien? Allô, donc c'est... oui? Allô? La ligne, on a synthétisé dans le thymus. La ligne lymphoïde? Allô? On avait la ligne lymphoïde et la ligne myéloïde. Ce sont les lignes lymphoïdes qui vont donner les lymphocytes. Oui, d'accord. Mais les lymphocytes T8, ils ont une particularité. Ce sont des lymphocytes qui sont des lymphocytes régulateurs. Ils jouent un rôle d'inhibiteur. À chaque fois que les cellules sont en tendance à dépasser la norme, ils interviennent pour le casser le rythme, c'est-à-dire pour demander aux cellules de rester dans des normes qui sont acceptables. C'est ça l'importance des T8. Oui, bien entendu, vous parlez de lignées lymphoïdes et autres, mais les lymphocytes T8, en quelque sorte, c'est ça. Maintenant, on va voir plus tard là, comment est-ce qu'on produit les lymphocytes.
Les autres facteurs de croissance, les vitamines, la vitamine B12 et la vitamine B9. Est-ce que vous avez déjà étudié ça, la vitamine B12? La vitamine B12 et la vitamine B9, on va voir ça plus tard. Il y a un cours spécifique sur la vitamine B12 et les folates. Donc, ils interviennent dans la synthèse de l'ADN. Donc, pour qu'une cellule puisse se diviser, il faut qu'une certaine quantité d'ADN soit synthétisée. Et pour atteindre un certain S, c'est-à-dire un certain facteur, c'est à partir du moment seulement que la cellule peut se diviser. Donc, la vitamine B12 et la B9 participent à la fabrication de l'ADN des érythrocytes. Après, il y a la vitamine B6 également, qui est un cofacteur qui est important dans la production d'ADN. Il y a la vitamine C, qui est l'acide qui permet l'absorption du fer et l'incorporation dans la photoporphyrine. Ces éléments, on va les voir quand est-ce qu'on va voir le cours sur le métabolisme de l'hémoglobine. Après, il y a les métaux. Le fer, qui est un constituant essentiel de l'hémoglobine, ça également, on va le voir. Il y a le cobalt, qui est un constituant du noyau de la vitamine B12, qui est également important pour la synthèse de l'ADN, des érythroblastes qui, plus tard, peuvent donner des globules rouges. Il y a le cuivre, qui également joue un rôle important dans l'absorption du fer, et le zinc également qui joue un rôle important dans l'absorption du fer, mais également des folates. Donc, tous ces facteurs interviennent dans des mécanismes de régulation non spécifiques. Donc, il y a un cours qui est dédié sur la vitamine B12 et les folates qu'on va voir, et vous allez comprendre très bien comment est-ce que ces éléments interviennent dans la synthèse de l'ADN et comment on les incorpore dans le noyau de ces cellules. Vous savez? Oui. Tous ces facteurs-là, les vitamines et les métaux, ce sont des facteurs qui favorisent, ou bien il y a des facteurs qui unissent. Ça, c'est les facteurs qui favorisent. La B12 et B9 permet la synthèse de l'ADN. B6, c'est un cofacteur des B12 et des B9. La vitamine C favorise l'absorption du fer et l'incorporation dans la porphyrine. En favorisant l'absorption du fer, on favorise la production de l'hémoglobine. Le fer également, c'est important parce que c'est un constituant de l'hémoglobine, donc ça favorise. Le cobalt, c'est-à-dire c'est le noyau de la vitamine B12 qui favorise également. Le cuivre, l'absorption du fer. Le zinc également favorise par absorption du fer parce que lorsqu'on incorpore du fer et des folates, ça favorise la synthèse des globules rouges. Les seuls facteurs inhibants que l'on a ici, c'est les oestrogènes, mais également les lymphocytes T8. Est-ce que vous avez vu en immunologie les clusters de différenciation, les CD? Ou bien vous n'avez jamais fait de cours d'immunologie? Vous n'avez pas encore fait? Donc, à la surface de chaque cellule, il y a ce qu'on appelle des marquages. Et ces marquages sont situés au niveau des membranes cellulaires. Maintenant, ces marquages définissent une carte d'identité cellulaire, ce qui permet qu'à chaque fois que vous voyez ces marqueurs-là, vous êtes en capacité de dire que ça, c'est telle ou telle cellule. Donc, par exemple, si vous avez le BFUE, à sa surface, il est exprimé le CD33, le CD34, qui sont des marqueurs de différenciation ou bien des clusters de différenciation. Donc, à la surface de ces BFUE, quand on vous montre le profil d'une cellule qui exprime le CD3, qui exprime le CD34, le HLA-DR, vous êtes sûr de dire que cette cellule-là, c'est un BFUE. Par contre, à la place des CFUE, vous avez l'expression du marqueur CD34, CD117 et de l'antigène RH. Donc, ça, ce sont des marqueurs. Par exemple, on peut vous mettre dans un QCM le CD34, CD33, CD34, HLA-DR, CD34, CD117, antigène RH. En association, on va vous donner plusieurs cellules. On vous dit que première cellule, BFUE, deuxième, le CFUE, troisième, le proérythroblaste. Après, vous associez ça à ces différents marqueurs. Donc, si vous avez ça, vous pouvez facilement dire que la cellule numéro 1 est un BFUE, la cellule qui exprime ça également. Exprime ça, c'est un CFUE, qui exprime ça, c'est un BFUE. Par exemple, ça, c'est un exemple. Ça, je ne dis pas là qu'on va vous le donner, mais par exemple, ça vous permet d'identifier des cellules. C'est comme ça, dans la recherche d'une manière générale, on est parvenu à identifier ce qu'on appelle les globules rouges, à identifier les
érythroblastes par des techniques que l'on appelle la cytométrie de flux. Après, vous avez l'érythroblaste basophile qui exprime le CD117, la glycophorine A, le glyc A, c'est la glycophorine A et l'antigène RH. Après, il y a les érythroblastes qui expriment la glycophorine A et les antigènes du système ABO. Ce qui vous permet de dire qu'un individu est de groupe A, de groupe B ou de groupe O. C'est à ce stade-là, au niveau de l'érythroblaste polychromatophile, que ces différents antigènes du système ABO sont exprimés. Ensuite, il y a l'antigène I, qui est important également au niveau des groupes sanguins. Et à ce stade, l'érythroblaste également qui est exprimé l'hémoglobine. Donc, c'est à partir de ce stade que la synthèse de l'hémoglobine que se fait au niveau de l'érythroblaste polychromatophile. Ensuite, il y a l'érythroblaste acidophile, ensuite les réticulocétes. Du point de vue des facteurs de croissance, vous avez ici les facteurs de croissance qui interviennent dans l'érythropoïèse. Il y a l'interleukine 3, le GM-CSF et l'EPO qui interviennent au niveau des BFUE. Il y a l'EPO également qui intervient au niveau de l'interleukine 11 qui intervient au niveau des CFUE. Mais vous voyez que l'EPO également intervient tout au long du processus d'hématopoïèse. Il intervient au niveau des BFUE, des CFUE, érythroblastes, proérythroblastes et jusqu'à ce stade. Donc tout ça, il y a l'action de l'EPO. Par contre, au niveau des BFUE, il y a l'interleukine 3. Oui. Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter l'explication de ces diapositifs. Lequel? Le CD33 et oui. Le CD33 et le CD34 agissent au niveau de quelle cellules ou agissent au niveau de tous les CF? D'accord, c'est pas qu'il agit, c'est comme des caractéristiques qui apparaissent à la surface des cellules au fur et à mesure que les cellules progressent dans la maturation. Donc, si vous êtes au niveau, le BFUE, à sa surface, il figure le CD33, le CD34, ce qu'on appelle le HLA-DR. Donc, quand on vous présente une cellule et on vous dit que cette cellule exprime ces marqueurs-là, donc, vous pouvez dire que cette cellule est un BFUE. C'est comme une sorte de carte d'identité. Par exemple, si on vous dit une personne a les yeux de telle manière, les oreilles de telle manière et les cheveux de telle manière, vous pouvez plus ou moins identifier cette personne. Grosso modo, c'est ça. C'est clair. D'accord. Donc, si vous allez au niveau du CFUE, vous allez voir qu'il va exprimer le CD34, le CD117 et l'antigène RH à sa surface. Les érythroblastes polychromatophiles expriment ce qu'on appelle la glycophorine A, l'antigène ABO. Ça, c'est les antigènes du système ABO. C'est à partir de ce stade-là, on peut dire que cet individu est de groupe A, de groupe B, ou de groupe O ou AB. Il y a l'antigène I, mais également, c'est à ce niveau-là également que ces cellules expriment de l'hémoglobine. C'est clair? Oui, c'est clair. Et pour l'interleukine 3 et GM-CSF3? Ici, c'est les hormones de croissance, à ce côté-là. Ici, on vous dit que les hormones de croissance, c'est les cytokines, dont le rôle est de stimuler la production des globules rouges ou bien de la cellule en quelque sorte, sur lequel il agit. Donc, l'interleukine 3, le GM-CSF et l'EPO vont agir sur les BFUE et entraîner leur prolifération et leur différenciation en CFU. Après, il y a l'EPO et l'interleukine 11 également qui stimulent la différenciation et la multiplication des CFUE pour les pousser à maturer en érythroblastes, proérythroblastes. Les proérythroblastes vont se diviser pour donner naissance à l'érythroblaste basophile. Lui aussi va se diviser pour donner naissance à l'érythroblaste basophile de type 2. Ensuite, l'érythroblaste polychromatophile et l'érythroblaste acidophile. À ce stade, il n'y a plus de division, on parle d'arrêt des muteuses, il y a expulsion du noyau et la formation de réticulocytes qui passent dans la circulation sanguine au bout de 24 à 48 heures. Et après, ça va devenir une hématie. Mais ici, vous avez que l'EPO est important pour toutes les cellules, jusqu'à l'érythroblaste acidophile, parce qu'il agit à tous les niveaux pour stimuler leur différenciation et leur prolifération. C'est compris? Monsieur? Oui, merci. Oui. Pour l'érythroblaste basophile, de type 1 et de type 2, les CD117 qui sont au niveau, c'est pour les deux types ou bien c'est
C'est juste un processus de maturation. Mais normalement, c'est juste l'érythroblaste basophile. Maintenant, en fonction de son degré de maturation, on a un type 1 et un type 2, mais c'est juste l'érythroblaste basophile. Il n'y a pas de division cellulaire entre les deux. C'est-à-dire, ils vont se préparer, augmenter les quantités d'ADN pour lui permettre de se diviser après pour donner l'érythroblaste polychromatophile. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, l'exploration. Bon, je vais poser la question avant d'arriver à la diapo. Selon vous, quels sont les tests à l'hôpital qui vous permettent d'explorer les globules rouges? Qui vous permet de savoir le nombre de globules rouges, le taux d'hémoglobine, tout ce qui est en rapport avec les globules rouges. Génération formule sanguine. Je pense que dans les classes intérieures, vous avez appris ce qu'on appelle les constantes érythrocytaires. Ou pas? Non. Les constantes érythrocytaires. Oui. Vous avez appris ça? Oui, bien sûr. C'est le volume globulaire moyen. C'est le VGM et tout ça. Ouais. Donc, ces différents paramètres également sont fournis par la numération formule sanguine. Donc, la numération formule sanguine donne les constantes en rapport avec les globules rouges. Donc, quelles sont les informations que vous pouvez tirer d'une numération formule sanguine? Le taux d'hémoglobine, par exemple. Bon, on revient plus tard. On commence par la définition. Qu'est-ce que c'est que la numération formule sanguine? C'est une composante de l'hémogramme. La numération formule sanguine, c'est une composante de l'hémogramme. C'est l'hémogramme en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça permet? De donner les différents constituants du sang. Donner les différents constituants du sang. Et quoi d'autre? Quelqu'un d'autre a une meilleure idée? Monsieur, ça peut donner aussi, ça permet de quantifier aussi les différents constituants du sang pour pouvoir le comparer. De quantifier les constituants du sang, oui, et le comparer à les valeurs de référence. Normal, quoi. Oui, valeurs de référence. D'accord. Donc, ça permet de faire plus que ça, parce que la plupart du temps, c'est l'erreur que les gens font à l'hôpital. La plupart des médecins, ils pensent que la numération formule sanguine vous permet juste de connaître le taux d'hémoglobine. Par contre, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être lus dans la numération formule sanguine. Il y a différents paramètres. Donc, ça permet non seulement d'étudier ce qu'on appelle le CCMH également, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, la teneur corpusculaire moyenne en TGMH, le taux d'hémoglobine, le volume globulaire moyen, qui vous permet de dire si une anémie est microcytaire ou maxocytaire, le CCMH, il y a également l'IDR, l'indice de répartition des globules, tout un ensemble de paramètres. Mais la numération ne s'arrête pas à l'aspect quantitatif. La numération fait également allusion à l'aspect qualitatif, c'est-à-dire est-ce que les cellules, c'est bien de connaître leur quantité, mais également c'est bien de connaître est-ce que les cellules sont normales ou ne sont pas normales, c'est-à-dire la qualité. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être lus sur une numération formule sanguine. Maintenant, pour étudier les cellules les plus jeunes, on fait ce qu'on appelle le médullogramme. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le médullogramme? L'étude de la moelle osseuse. C'est l'étude de la moelle osseuse. Donc, on fait un prélèvement de moelle que l'on étale pour voir est-ce que toutes les cellules qui doivent figurer dans la moelle osseuse sont là ou pas. Donc, au tout début, on vous avait donné la composition de la moelle osseuse hématopoïétique, que donc le parti des rouges devait représenter environ 25%. Maintenant, dans ces 25%, il fallait voir est-ce que l'ensemble des précurseurs sont représentés. Ça veut dire les proérythroblastes, est-ce qu'ils sont là à leur taux normal, l'érythroblaste basophile, l'érythroblaste polychromatophile et l'érythroblaste
acidophile. Tout ça là, il faut les regarder au niveau de la moelle lorsqu'il s'agit de l'exploration de l'érythropoïèse, c'est-à-dire des rouges. Il y a ce qu'on appelle les biopsies ostéomédulaires. On prélève un fragment d'os de la moelle et on l'observe pour voir est-ce que l'architecture des globules rouges est répétée. C'est des examens qui sont faits lorsque le médulogramme n'est pas contributif, c'est-à-dire ne vous donne pas l'information dont vous avez besoin. Après, il y a les méthodes isotopiques, c'est-à-dire c'est des méthodes dynamiques de marquage d'une cellule en particulier et de voir est-ce que cette cellule passe au niveau des différents stades pour vous donner également ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire la représentation de l'ensemble des cellules de l'érythropoïèse, en partant de la cellule souche hématopoïétique jusqu'au globule rouge mature. Donc ça, c'est la moelle. Maintenant, pour le sang périphérique, il y a la numération, mais il y a la détermination du taux de réticulocyte également qui est important, constitue l'une des paramètres d'exploration de l'érythropoïèse. Donc, l'application du cours, on vous avait dit que le cours était important, dont les applications les plus importantes, c'est les polyglobulies. Lorsqu'il s'agit de pathologies par excès de production des globules rouges, il y a ce qu'on appelle les polyglobulies, que ce soit des polyglobulies primitives ou secondaires. On va voir ça plus tard quand vous aurez à voir les polyglobulies primitives ou secondaires. Les pathologies par diffusion de production, il y a ce qu'on appelle les érythroblastopénies qui, la plupart du temps, ce sont des maladies héréditaires qui sont caractérisées par une production déficitaire d'érythroblastes. Il y a les dysérythropoïèses qui sont caractérisées par une fabrication de globules rouges anormales, mais également il y a les anémies qui sont caractérisées par des déficits en hémoglobine. Tout ça, c'est des paramètres qui peuvent être importants pour l'érythropoïèse. Donc, en conclusion, l'érythropoïèse permet à terme de fabriquer des globules rouges et ces globules rouges sont importants pour le transport de l'oxygène jusqu'au niveau des organes nobles qui en ont besoin, qu'il s'agit du cerveau, du rein ou également des poumons. Maintenant, à ricochet, ces organes, lorsque les déchets qui sont générés par ces différents organes sont transportés également par l'hémoglobine pour leur élimination finale. Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à ce cours. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Monsieur, l'ionogramme sanguin, on l'utilise pour étudier quoi exactement? Les ions. Il y en a plus qu'à plus particulièrement. D'accord. Oui. Monsieur? Oui. Monsieur. Oui. Comment reconnaître la qualité des cellules sanguines à partir de l'NFS? C'est-à-dire, il y a la quantification qui est importante. Souvent, la machine peut vous dire qu'il y a des blastes, peut vous dire qu'il y a une anisopoïculocytose et autres. Donc ça, je pense que vous avez déjà vu ça, les différentes qualités des globules rouges. Mais le frottis sanguin que vous faites à l'issue d'une numération formule sanguine, c'est-à-dire d'une quantification cellulaire, fait partie de la numération formule sanguine. Donc, si vous êtes allé entre l'âme et lamelle et vous regardez au niveau du microscope, vous voyez, vous allez voir de 1, la taille, de 2, la forme des cellules. Maintenant, les anomalies de taille, c'est ce qu'on appelle l'anisocytose et les anomalies de forme, c'est la poïculocytose. Donc, ces différentes anomalies peuvent vous dire est-ce que ce globule rouge est normal ou n'est pas normal. En plus de ces anomalies de taille ou de forme, il peut y avoir d'autres inclusions intracytoplasmiques qui normalement ne devaient pas être là. Il y a ce qu'on appelle les pores de Joly, il y a ce qu'on appelle les dacryocystes. Tous ces types cellulaires, c'est des cellules qui sont anormales, qui ne devaient pas être là. C'est bon ou bien c'est pas clair? Non, c'est pas clair. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est pas clair. Non, ça reste. Pour reconnaître la qualité à partir de l'NFS. Non, c'est-à-dire quand vous dites NFS, il y a les quantités, il y a les qualités. C'est-à-dire l'NFS au total inclut le frottis sanguin. C'est-à-dire vous prenez le sang que vous mettez entre l'âme et lamelle et que vous observez au microscope.
Quand vous observez au microscope, c'est en ce moment-là que vous dites, est-ce que la cellule que je vois là est normale ou n'est pas normale? C'est-à-dire, ça ressemble à la cellule normale. Parce qu'on connaît très bien qu'est-ce que c'est qu'une cellule normale. Maintenant, tout écart par rapport à cet état de normal, c'est une cellule qui est anormale. Maintenant, ces anomalies peuvent être des anomalies de la forme, c'est-à-dire un globule rouge qui est complètement rond, sans épouser la forme de disque biconcave, c'est un globule rouge anormal. Il peut y avoir également des anomalies de taille. Si les globules rouges sont très grands, on parle de macrocytose. Quand ils sont très petits, on parle de microcytose. Tout ça, c'est des formes anormales. Maintenant, le globule rouge peut également inclure dans son cytoplasme certaines inclusions qui normalement ne doivent pas être là-bas. Donc, c'est comme ça que l'on sait est-ce que c'est normal ou c'est pas normal. C'est-à-dire les anomalies qualitatives. Oui, je vois. Merci. Je comprends. OK, d'accord. Monsieur? Oui. Est-ce que le goutte épaisse, ça fait partie des explorations? Non, la goutte épaisse, c'est pour le paludisme. C'est pour déterminer le Plasmodium falciparum. D'accord. Ouais. Oui. Vous avez parlé des facteurs de régulation. Oui. Comme le PO, etc. Je demande, est-ce qu'il y a un de ces facteurs-là qui intervient au niveau du progéniteur mixte? Qui intervient au niveau du progéniteur mixte? Non. Ici, ces facteurs que l'on a ici, ce sont on appelle des facteurs restreints, c'est-à-dire qui sont limités à cette lignée, c'est-à-dire des globules rouges. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on ne voit que la lignée correspondant à la production des globules rouges, donc c'est des facteurs qui interviennent que sur la lignée rouge. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer c'est quoi la mégacaryopoèse? La mégacaryopoèse. Ça, on va le voir. Il y a un cours spécifique sur la mégacaryopoèse. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est les plaquettes. La mégacaryopoèse, ça part de cette cellule souche. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui. Allô? Ça part de cette cellule souche, ça arrive à la cellule souche myéloïde, ensuite le CFU-GRM, après le CFU-MEG, en rapport avec les mégacaryocytes. Ici, vous allez voir les mégacaryocytes, les différents stades. Il y a le mégacaryoblaste, le mégacaryocyte basophile, le mégacaryocyte granuleux et le mégacaryocyte plaquettogène. Quand on va y arriver, vous allez voir tous ces détails. Maintenant, ce sont ces mégacaryocytes qui vont produire des plaquettes. Et ces plaquettes vont jouer le rôle dans la coagulation. C'est-à-dire, c'est ce cheminement-là qui constitue le cours sur la mégacaryopoèse. Donc aujourd'hui, nous, on a vu ce cours-là, ce cheminement qui part jusqu'au niveau des BFUE, CFUE, jusqu'à la production des globules. C'est compris? Oui, oui, merci beaucoup. Mais il y a un cours spécifique sur ça. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Monsieur. Les globules. Oui, vas-y. Madame, tout. Vous dites? Monsieur, j'ai une question. Les globules blancs. Les globules blancs. Les globules blancs regroupent à la fois les eosinophiles et les monocytes ou bien? Les globules blancs, ça regroupe les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et les lymphocytes. D'accord. D'accord. Tout ça, c'est des globules blancs. Oui. Monsieur, vous avez dit que dans NFS,
NFS. On a deux choses, quantitative et qualitative. Quantitative et qualitative. On dit que la numération formée sanguine, c'est l'étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang. Pas que les globules rouges, mais... Vous avez parlé des réticulocytes. Vous avez dit que... réticulocytes. Oui, il renseigne les réticulocytes. Le taux de réticulocytes, avant les appareils anciens, là, ils ne renseignaient pas sur le taux de réticulocytes. Mais là, les appareils actuels, ils permettent de calculer également le taux de réticulocytes. Colorer le sang par ce qu'on appelle le bleu de Crisip, qui permettait de colorer en violet les restes d'ARN. Il n'y a que les réticulocytes qui contiennent de l'ARN. Monsieur. Mais le taux de réticulocytes, avant, ne faisait pas partie de la numération formule sanguine. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous revenir sur la régulation? La régulation, qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur la régulation? Tantôt, j'ai entendu que vous disiez que une partie de la régulation n'agit que sur la ligne rouge. Non, c'est-à-dire, ça c'est la régulation de la ligne rouge aujourd'hui. Quand on apprend régulation, c'est régulation des globules rouges. Et dans la partie régulation des globules rouges, c'est ce qu'on appelle la régulation spécifique et la régulation non spécifique. La régulation spécifique, c'est le fait de l'EPO, c'est-à-dire le rôle de l'EPO sur la stimulation des globules rouges. Et la régulation non spécifique, ce sont les autres facteurs. Pourquoi on dit que c'est non spécifique? Parce que ces autres facteurs, ils peuvent agir sur les globules rouges, mais demain, vous pouvez les voir également sur les globules blancs ou les plaquettes. C'est-à-dire l'interleukine 3 n'agit pas seulement sur les globules rouges, tu peux le voir également sur les plaquettes, tu peux le voir également agir sur les globules blancs. C'est pourquoi on parle de régulation non spécifique. Donc, ils ont le rôle, ils interviennent dans la simulation de la différenciation, de la division et de la multiplication cellulaire. Il y a l'interleukine 11 qui agit aujourd'hui sur la ligne rouge, mais demain, on peut voir un coup sur les globules blancs et voir que l'interleukine 3 agit là-bas. C'est pourquoi on dit que c'est non spécifique. Par exemple, les hormones, ça n'agit pas que sur la production des globules rouges, ils agissent sur d'autres caractères de l'organisme également. C'est la même chose pour les œstrogènes et c'est la même chose pour les lymphocytes T8. C'est pourquoi on dit que c'est des régulations qui agissent sur les globules rouges, mais elle est non spécifique. Contrairement à l'EPO, qui n'agit que sur les globules rouges, qui est très spécifique. Ok, merci beaucoup. Okay. Qui d'autre? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous ai déjà envoyé les deux cours, le cours de la dernière fois et ce cours-ci. Allô? Ok, D'accord, merci. monsieur. Ok, merci. Ok, merci, professeur.